Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir l'auteur Julie Vincelette. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Amélie. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, tu es originaire d'un petit village en Estrie. Oui. Lequel? Ça s'appelle Roxton Falls, un tout petit village là, près de Granby et Actonville. Et vers l'âge de 12 ans, il est arrivé un moment important dans ta vie déterminant. Ta maman était atteinte d'une dépression majeure. Oui, à l'âge de 12 ans, du jour au lendemain, en fait, j'ai vu ma mère un peu s'écrouler, si tu veux, et sombrer dans une dépression très sévère qui a duré 6 longues années. C'est important aussi de se dire, par contre, qu'au bout de ces 6 longues années-là, elle s'est complètement rétablie, puis qu'aujourd'hui, elle vit une vie encore plus heureuse qu'avant qu'elle ne soit malade. Puis elle n'a pas eu de rechute, rien de ça. Reste que les 6 années où sa maladie a duré, ça n'a certainement pas été facile pour elle et pour toute la famille autour d'elle, donc mon père, moi et mon frère qui l'a vécu un petit peu plus à distance parce qu'il habitait pas à la maison, il était rendu adulte, lui, à ce moment-là. Et ça t'a toujours touché, t'as toujours voulu envie justement de démystifier la chose, de sensibiliser les gens à ça? Oui, parce que ça a été quand même des moments difficiles, souffrants, pas nécessairement toujours au quotidien, parce que, bon, il faut le dire, mon père a été très courageux, puis est demeuré auprès de ma mère, puis en a pris vraiment soin. Donc ça a été un facteur protecteur, si tu veux. J'ai pas eu à subir en plus le divorce de mes parents, comme plusieurs autres jeunes ont à le faire dans ce genre de situation-là. Mais reste que, je savais que ma mère était malade, je savais que c'était une dépression, mais je savais pas c'était quoi une dépression. Et j'ai vécu ça au quotidien en sachant plus ou moins ce qui lui arrivait. On recule de 28 ans à peu près. Fait que les tabous autour de la maladie mentale étaient encore beaucoup plus grands. La honte de traverser ça, et puis malheureusement, il en reste encore beaucoup aujourd'hui, il faut le dire, tu sais, faisait que dans les familles, on en parlait plus ou moins. Alors, rendu à l'âge adulte, j'ai réfléchi à tout ça, puis je me suis rendu compte que du fait qu'on n'en avait pas parlé, qu'on m'avait pas vraiment expliqué ce qui se passait, moi, en tant qu'adolescente, j'ai interprété que du désintérêt de la part de ma mère, tu sais, on faisait peu de sorties familiales, on n'allait pas vraiment pendant ce temps-là, mettons au cinéma ou à la cabane à sucre ou des choses comme ça en famille. Donc, dans la tête d'un enfant, il peut rapidement se dire, ou un adolescent, ben j'en vaux pas la peine, tu sais, mes parents, ça les intéresse pas de passer du temps avec moi puis de faire des activités avec moi. Ma mère avait pas l'énergie intérieure de m'aider dans les devoirs ou regardait même peu les résultats scolaires que je ramenais. Encore une fois, quand on ne comprend pas à quel point c'est dévastateur, la dépression, bien, l'adolescent, lui, enregistre, bien, elle se fout de mes résultats, tu sais, c'est pas important ce que je fais, c'est pas important de bien réussir. Donc, c'est vraiment un discours qui s'est imprimé à l'intérieur de moi, dans ma tête d'adolescente, un discours qui se résume en je suis plus ou moins importante, peut-être que je suis un peu coupable, mais peut-être qu'elle est fâchée contre moi. Il y a eu aussi une période où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour la sauver, pour qu'elle aille mieux? Donc, l'adolescent va se mettre en... Beaucoup de pression, hein? Beaucoup de pression, exactement. Et comme je te disais, bon, j'ai réfléchi à tout ça comme adulte, j'ai mieux compris ce qu'était la dépression, j'ai eu l'occasion de recadrer toutes mes pensées par rapport à ma mère, puis de comprendre que c'était pas parce qu'elle ne voulait pas, c'était parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle était malade. Puis j'ai eu le goût de, vite, s'est installé en moi, là, dès, je te dirais, jeune vingtaine, ce désir-là l'expérience que j'avais vécue pour aider d'autres jeunes qui vivent des situations difficiles, similaires, que ce soit par la maladie mentale d'un parent ou d'autres situations d'adversité que les enfants et les adolescents vivent, d'utiliser ce que moi j'avais vécu puis la compréhension que j'en avais maintenant que j'étais adulte pour me remettre dans leur peau à eux, à l'âge qu'ils ont, puis essayer
de les aider à pas enregistrer justement un discours de dévalorisation puis de culpabilité. Et c'est là que Julia Léveillé a commencé à germer en toi? Oui, absolument. Donc, c'est ça, je voulais le faire pour les jeunes à travers, je voulais pas faire un essai ou quelque chose de didactique, je voulais faire un roman d'intrigue, de suspense, un roman d'aventure en fait. Julia Léveillé, elle a 12 ans dans le premier tome et elle a des pouvoirs magiques secrets qu'elle peut pas dévoiler à aucune de ses amies, sinon elle les perdrait. Et à chacun des tomes, elle se fait donner une mission qu'elle doit remplir. Donc, la première, c'est que sa voisine a une maman très, très, très étrange, au comportement différent, qui se berce à longueur de journée sur sa galerie en fumant des cigarettes puis en buvant du Pepsi. Donc, Charlie, qui est sa voisine, à l'école, souffre d'intimidation parce que, bon, il y a 2 garçons qui s'amusent à imiter sa mère, qui vont lui tendre des pièges et tout ça. Elle est très rejetée à cause du comportement différent de sa mère à l'école. Et pour écrire ça, tu t'es inspirée d'une de tes amies, hein? Oui, exactement, qui, elle, a vécu auprès d'une mère schizophrène. Donc, le premier thème du tome 1, la mission que Julia se fait donner, c'est d'utiliser ses pouvoirs magiques sans que personne s'en rende compte pour essayer de mieux comprendre cette famille-là. Fait qu'au cours de son aventure, de son intrigue, elle va se rendre compte que finalement, cette femme-là souffre de schizophrénie. Elle va mieux la comprendre et sa mission va être d'amener les autres enfants de l'école, mais aussi les adultes du village à changer leur perception par rapport à cette famille-là. Donc, c'est ça. Julia, c'est sa première mission et c'est inspiré de la vie réelle de mon amie Kelly Connington qui, elle, est née auprès d'une mère schizophrène. Et ton amie Kelly aussi fait avec toi, avec la vidéo, une conférence que tu donnes justement pour sensibiliser les gens. Oui, depuis 1 an et demi maintenant, j'ai fait beaucoup de conférences à travers le Québec avec des organismes communautaires en santé mentale surtout, dans les écoles aussi. Et la conférence, la première partie, c'est moi qui témoigne de mon expérience auprès de ma mère. Puis surtout, j'explique vraiment comment j'ai interprété les événements au fil du temps et comment j'ai recadré tout ça une fois adulte. Parce que le but, c'est justement de démystifier, d'enlever du mystère autour. Parce que plus qu'on va comprendre la maladie mentale, plus qu'on va être capable de se mettre dans la peau de la personne qui en souffre, bien, mieux on va être capable de gérer ça en tant que famille, en tant que conjoint, même que professionnel de la santé, je dirais, tu sais. Fait que la conférence, la première partie, c'est vraiment mon témoignage à moi par rapport à la dépression de ma mère. La deuxième partie, c'est Kelly qui fait un témoignage du même ordre. Elle nous raconte dans sa tête d'enfant, d'adolescent, de voir sa mère partir pour des hospitalisations ou faire des fugues ou se bercer toute seule toute la journée, comment elle a vécu ça, comment elle a interprété ça. Donc, un témoignage de Kelly sur la schizophrénie. Et la dernière partie, c'est, je nomme 8 facteurs de protection qui sont tirés du mémoire de maîtrise de Chantal Poirier, qui est travailleuse sociale, puis qui a fait son mémoire de maîtrise sur la résilience d'un enfant dont un parent est atteint de maladie mentale. Donc, j'ai tiré 8 facteurs de son mémoire. Elle a été très généreuse de partager ça avec moi. Puis, on regarde qu'est-ce que l'entourage du jeune peut faire pour soutenir ces enfants-là si leurs parents traversent un épisode de maladie mentale. Donc, qu'est-ce qu'un voisin, un grand-parent, une tante, un professeur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de façon concrète au quotidien pour essayer d'alléger, comme tu l'as si bien dit, la tension qui existe dans ces familles-là alors qu'ils traversent un épisode de maladie mentale. Et au printemps dernier, on a eu le 2e tome de Julia Léveillé. Oui, il vient tout juste, en fait, c'est ça, d'être publié. Je suis très contente. Le succès du premier tome m'a donné le goût parce qu'après ma barre, il était supposé d'avoir juste un tome de Julia, mais de faire les salons du livre avec Julia, de voir les étincelles dans les yeux des jeunes, de voir, il y en a beaucoup qui m'ont écrit sur Internet, puis qui m'ont dit qu'ils ont vraiment aimé ça, ça les a fait réfléchir sur l'amitié, sur plein de choses.
ça m'a donné goût d'aller plus loin. Et là, j'ai eu goût... Il y a une autre problématique qui est très actuelle présentement, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc le TDAH, et les autres troubles d'apprentissage dont on parle beaucoup moins, qui sont très méconnus, entre autres la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Alors, j'ai voulu parler du quotidien des jeunes qui vivent avec ces troubles-là. Dans le cas du deuxième tome, j'ai choisi le TDAH, de mettre en scène, en fait, un jeune adolescent, un garçon de 12 ans, qui est atteint de TDAH et de dyslexie, et de faire entrer le lecteur à travers une mission de Julia, bien sûr, de faire entrer le lecteur dans la tête puis dans le cœur de cet enfant-là pour que la population en général comprenne mieux tout ce qui se passe en termes, encore une fois, de discours intérieur, quand, pour eux, aller à l'école signifie aller se confronter à l'échec à chaque jour. Donc, c'est un peu le thème du deuxième tome. Et pour écrire ça, est-ce que tu as dû t'entourer de gens compétents qui se connaissent vraiment pour vraiment bien créer le personnage et nous faire entrer à l'intérieur de ce personnage-là? Ouais, c'est une super bonne question parce qu'en fait, je passe plus de temps en période de recherche qu'en période d'écriture. Une fois que j'ai fini ma recherche, les livres s'écrivent maintenant très, très bien. Là, souvent, ça me prend 1 mois et demi les écrire. Le premier jet, là, je parle, mais ça s'écrit assez facilement. Je rencontre premièrement des professionnels de la santé. Dans le cas du tome 2, il y a une neuropédiatre au cœur d'or qui s'appelle Dr. Évelyne Panetier, qui est une sommité dans les troubles de l'apprentissage. Puis elle s'est assise avec moi, puis j'ai vraiment fait une très belle entrevue où elle m'a expliqué encore plus ce qu'était ce qu'est le trouble, la théorie, si tu veux, derrière le TDAH, derrière la dyslexie, mais aussi ce qu'elle rencontrait dans elle, tu sais, ce qu'elle rencontre comme discours des parents puis des enfants, comme message dans sa pratique au quotidien. Fait que ça, c'était très précieux pour moi d'avoir accès à ça. Évidemment, je lis beaucoup de livres sur le sujet aussi. Et je rencontre plusieurs familles pas qui lisent, mais plutôt qui vivent la problématique. Donc, j'ai trouvé des familles où il y avait un enfant qui était TDAH et dyslexique, et je les rencontre, et là, je les questionne sur leur quotidien, sur le parcours, comment ça a commencé, comment l'enfant a été diagnostiqué, quelles ont été leurs démarches. Et ça, c'est vraiment la matière première pour bâtir le livre après. Julie, si tu me permets, on va s'arrêter et au retour de la pause, j'aimerais ça qu'on parle du 3e qui sort à l'automne. Super, merci.